font donc les 8 conférences qui nous auront permis d'aborder la question des troubles du comportement avec le point de vue aujourd'hui du sociologue. Alors, si on a invité Stanislas Morel, c'est parce que ses travaux, même s'il est relativement modeste sur la question, il dit qu'il n'en sait pas grand-chose, mais ont eu une certaine influence à la sortie de son ouvrage sur la médicalisation de l'échec scolaire. Et c'est bien la question qui est la nôtre, en tout cas ce soir. Les troubles du comportement, en gros, relèvent-ils du handicap, des problématiques individuelles, de l'approche diagnostique, on va dire structurelle, ou relèvent-ils d'autres dimensions, d'autres paramètres qui seront, je pense, ceux que nous présentera Stanislas Morel. Voilà, donc Stanislas, je lui ai demandé s'il était venu par le train, et il m'a dit non, puisque voilà, il est à la fois sur les 2 pôles, Saint-Étienne et Paris, ce qui a facilité sa présence. Donc le projet, c'est, je vous le renouvelle, c'est en gros 1h30 de propos construits, puis qu'on se garde un quart d'heure, 20 minutes d'échange de questions. Le groupe étant, comme pour les autres conférences, commence à se connaître. Est-ce que vous acceptez éventuellement qu'il y ait une main qui se lève à un moment donné pour demander une précision, un avis? Est-ce que ça vous paraît possible dans le format de votre conférence? Alors peut-être que l'idéal, ça serait que s'il y a une précision, une question qui concerne une précision ou une demande d'information, on puisse effectivement lever la main. Après, si c'est peut-être une question de fond qui mérite débat, peut-être qu'on la garde pour la fin, parce que sinon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être plus simple. Ouais. Mais bon, s'il y a des mains qui se lèvent, ça peut faire aussi des respirations, parce que 1h30, c'est bon, sans avoir de troubles, c'est long. Très bien, vous avez une horloge là. Super. De gérer le temps. Ok, donc merci à vous. Bien, merci pour l'invitation. Donc, je vais essayer donc pour commencer cette communication, essayer un petit peu de situer mon intervention par rapport aux autres, par rapport à l'ensemble du cycle de conférences voilà, de cette année. Alors, première différence, il me semble, c'est que la plupart des interventions du cycle ont pour l'instant été assurées par des professionnels dont l'activité est au moins en partie consacrée à la prise en charge d'enfants ayant peut-être des troubles du comportement. Alors, il s'agit principalement de psychiatres, de psychologues, de professionnels qui travaillent dans les institutions, dans les établissements des secteurs médico-social ou sanitaire, de gens qui travaillent dans les métiers un juge, etc. Bon. Il se pose des questions sur les causes, les conséquences, un petit peu la façon dont on prend en charge les troubles du comportement. Alors évidemment, personnellement, je ne suis pas, en tant que sociologue, je n'ai aucun rapport de praticien avec les enfants qui sont atteints de déviance, qui subissent des déviances comportementales. Mon travail, c'est ce que j'ai fait dans le livre que vous avez annoncé, La médicalisation de l'échec scolaire. Mon travail consiste à me demander comment un phénomène social, à savoir certains comportements infanto-juvéniles perçus comme déviants, comment ce phénomène social est construit en problème de société à un instant T. Ce qui m'intéresse, c'est l'architecture de cette construction du problème, qui est variable selon les époques, autrement dit qui est historiquement située. Les questions que je me pose, c'est pourquoi pense-t-on le problème des déviances comportementales des enfants d'une manière ou d'une autre à une période donnée? Quels sont les groupes sociaux, quelles sont les professions, quelles sont les disciplines scientifiques qui contribuent à forger nos représentations de ce problème et aussi les prises en charge des enfants qui en souffrent? Quelles sont les sphères sociales, l'univers médico-psychologique, l'école, les familles, où se construisent ces représentations et ces pratiques de soins?
et quelles sont les relations entre tous ces professionnels, voire avec les parents et les enfants. Voilà. C'est toutes ces questions que je me pose. Alors je n'ai pas, voilà, c'est un petit peu cette construction, cette architecture du problème social que pose la question des enfants qui ont des troubles du comportement que j'ai interrogé dans mes travaux. Deuxième point, la construction de ce cycle de conférences sur les troubles du comportement dans l'enfance reflète, à mon avis, une idée assez dominante en ce moment, et même depuis assez longtemps, j'y reviendrai, qui est à savoir que le problème de la déviance comportementale des enfants, ou des problèmes des enfants en ces problèmes font partie des problèmes qui sont résistants. Alors les anglo-saxons, ils parlent de weak problem, c'est-à-dire des problèmes dont le traitement suppose la collaboration entre différents chercheurs et professionnels. C'est ce que j'ai appelé une sorte de doxa, sans que ça soit négatif, partenarial. Alors je reprends par exemple, j'ai cité la présentation du séminaire que j'ai trouvé sur Internet. Ce séminaire est une proposition pour penser, analyser et comprendre dans un esprit d'ouverture, de curiosité, de rigueur et de critique intellectuelle, ce qui paraît devenu aujourd'hui un problème de santé publique. L'ensemble des disciplines en sciences humaines et sociales en sciences humaines, sociales et médicales sera invité à discuter de ces troubles et rendre compte de leur observation et de leur compréhension à partir des connaissances et des études, y compris empiriques les plus récentes. L'accompagnement médical, psychologique, socio-éducatif et pédagogique et les politiques de santé et d'éducation seront directement interrogées. Alors, si vous voulez, de ce point de vue, si on prend cette présentation, juste pour lever une ambiguïté, le sociologue pourrait contribuer à sa façon, au même titre que des psychologues, des médecins, à éclairer la genèse des troubles du comportement chez l'enfant. Il pourrait expliquer, par exemple, que les troubles du comportement chez les enfants, chez les adolescents, résultent, par exemple, de l'éloignement relatif entre certaines familles et les normes scolaires, qu'il résulte de la précarité, du chômage, des difficultés que rencontrent certaines familles, etc. Bon. C'est peut-être ce que fera Catherine Blaya, je ne sais pas si je crois qu'elle intervient, c'est peut-être sur ce registre d'une sorte de socio-genèse des difficultés, des troubles du comportement, c'est sur ce registre qu'elle interviendra. De mon côté, ce n'est pas non plus ce que je vais faire, parce que je n'ai pas les compétences pour cela. Moi, ce qui m'intéresse, je le répète, c'est donc la construction de l'interprétation et du traitement de ces troubles du comportement. Et de ce point de vue-là, la sociologie, l'approche sociologique qui consiste à souligner les facteurs, ce qu'on appelle les facteurs sociaux, environnementaux, etc., est une approche qui est un objet d'enquête pour moi au même titre que l'approche psychologique, médicale. Je regarde comment tout cela est cohabite, juxtaposé ou se construit, etc. Donc en fait, mon approche, c'est de regarder qui dit quoi, qui fait quoi, qui pense quoi, et comment tout cela débouche sur des formes dominantes d'interprétation et de traitement à un moment donné. Donc voilà un petit peu pour situer ma posture. Alors cette posture du sociologue, elle peut aussi, prendre deux principales, tonalités. Première tonalité, c'est une tonalité critique, et c'est le sociologue qui a tendance à dénoncer la prépondérance des interprétations de ses concurrents, que sont les psychologues, les médecins et d'autres, en disant non, les troubles du comportement, ce n'est pas médical, ce n'est pas un problème psychologique, c'est avant tout un problème social qui relève de l'analyse sociologique. Et cette critique, vous le savez, est à la fois une critique scientifique, qui va porter sur la validité, la robustesse des hypothèses des uns et des autres. C'est une critique politique énoncée par le sociologue, dans la mesure où sa critique vise à dénoncer l'invisibilisation des facteurs sociaux, des rapports de domination, etc., qui conduisent, par exemple, à l'école, à ce que certaines catégories de la population, pour le dire rapidement, les enfants issus des classes populaires, des classes défavorisées, des milieux modestes, soient beaucoup plus victimes que les autres de ces troubles du comportement. Donc le sociologue a tendance à rappeler la dimension sociale. Alors, encore une fois, ce n'est pas la posture
que j'ai adoptée dans mon travail, c'est une posture, j'ai essayé d'adopter une posture beaucoup plus compréhensive, c'est-à-dire, je me demande personnellement comment on en est arrivé de fait à ce que j'ai appelé une médicalisation de l'échec scolaire, c'est-à-dire une médicalisation des troubles du comportement ou des troubles cognitifs à l'école, sans pour autant juger négativement d'emblée ce point d'arrivée. J'essaye plutôt de comprendre pourquoi aujourd'hui on recourt aussi intensément à des diagnostics médico-psychologiques pour expliquer les problèmes des enfants à l'école, et de ce fait, on recourt tout aussi abondamment, vous le savez si vous êtes professionnel, à des professionnels du soin pour traiter ces problèmes qui apparaissent, pour le moins, s'ils ne sont scolaires, du moins ils apparaissent dans le cadre scolaire. Vous l'aurez compris, mon troisième point, c'est évidemment le prisme, le regard que je porte sur le problème des troubles du comportement est un petit peu... Il y a un prisme, c'est que j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup enquêté dans les milieux scolaires. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont un problème qui apparaît dans le cadre scolaire, qui est révélé dans un cadre scolaire, est interprété de manière médico-psychologique et est transféré plus ou moins intégralement, en tout cas en partie, à des professionnels du soin. C'est comment on passe de l'élève au patient. C'est un petit peu ce processus-là qui m'intéresse, sachant qu'il y a évidemment, je n'ai pas prétention à épuiser la question des troubles du comportement qui ne se limite pas au cadre scolaire, bien évidemment, notamment toute la question de la famille, etc. Enfin bon, je passe là-dessus. Mais donc, c'est l'école qui quand même m'intéresse. Alors, au niveau du contenu de mon intervention, je vous propose une intervention en 2 temps. Dans un premier temps, je voudrais, si vous voulez, peut-être donner un petit peu les éléments ce que j'ai appelé les éléments structurants de la prise en charge des enfants perçus comme ayant des problèmes de comportement. J'essaierai, de revenir un petit peu dans le passé, puisqu'évidemment, la façon dont on traite aujourd'hui ce problème des enfants avec des déviances comportementales n'est pas surgi de nulle part. Le mort saisit le vif, le passé est très important pour comprendre un petit peu nos représentations, nos réactions, etc. Donc j'essaierai dans un premier temps de vous donner le cadre, le cadre dans lequel, à partir duquel, à travers lequel on pense aujourd'hui, les éléments essentiels, si vous voulez, pour comprendre le traitement, l'interprétation et le traitement des difficultés comportementales telles qu'elles apparaissent dans le cadre scolaire. Voilà. Alors je vous ai mis les parties, j'y viendrai tout à l'heure. Et puis dans un deuxième temps, j'en viendrai à cette question de la médicalisation en essayant de vous donner quelques clés pour comprendre pourquoi aujourd'hui on recourt autant à des schèmes médico-psychologiques pour interpréter les troubles du comportement, mais plus généralement les troubles des enfants. Et le but, je le répète pour que ça soit bien clair, le but pour moi n'est pas de prononcer un jugement, ne serait-ce parce que les sociologues, on ne propose pas grand-chose, on n'est pas très présent sur le terrain, et que rien que pour cela, je ne me permettrai pas de porter un jugement négatif, mais plutôt de comprendre comment tout cela se construit. Alors j'en viens à cette première partie, quelques éléments structurants de la prise en charge des enfants perçus comme ayant des problèmes de comportement. J'en viens à ce premier point, l'école obligatoire et l'invention de l'école anormale. Vous le savez, depuis le XIXe siècle, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, la scolarisation des enfants n'a cessé de s'élargir, de se développer, et il y a, sans conteste, il faut le dire, c'est une évidence, mais il faut le rappeler, un lien entre le développement de l'école
obligatoires, hein, les lois Ferry, 81, 82, école à 13 ans, 1936, 14 ans, 1959, 16 ans. Hein. Il y a un lien entre les lois qui imposent l'école obligatoire et ce que Francine Muel-Dreyfus, une chercheuse, une sociologue, a appelé l'invention de l'école, l'invention de l'enfance anormale. Évidemment, c'est souvent dans cette confrontation imposée entre l'institution scolaire et une part croissante de la population que se révèlent des désajustements, des inadéquations entre certains éléments du public et les normes scolaires. Ce que d'aucuns appellent la massification, j'aime pas trop ce mot parce que ça traduit une sorte d'élitisme, hein, mais la massification du primaire, du secondaire, du supérieur a conduit à l'intensification des conflits entre, des conflits, des confrontations entre l'école et certains enfants. Il faut savoir que pendant très longtemps, par exemple, il y a des réseaux cloisonnés, que les enfants vont dans les écoles du peuple jusqu'à 13 ans et ne vont pas... Enfin, le système est tellement cloisonné que, évidemment, les désajustements sont beaucoup moins importants. Il faut savoir que je crois que c'est important pour comprendre que finalement on est à un moment où les parcours se sont allongés, hein, les enfants vont de plus en plus longtemps à l'école, et que depuis les années 70, pour comprendre les enjeux liés à l'échec scolaire, c'est quand même très important, c'est que, depuis les années 70, depuis un contexte où il y a une extension du chômage de masse, vous le savez, depuis ces années où le lien entre niveau de diplôme et type d'emploi occupé n'a cessé de devenir de plus en plus étroit. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense malgré tout aujourd'hui, hein, le diplôme est extrêmement prédictif du type d'emploi que l'on va occuper. Et donc la réussite scolaire conditionne en grande partie, comme elle n'a jamais conditionné, la réussite sociale, la réussite entre guillemets. Hein. L'échec scolaire est devenu un problème d'une gravité inédite. Hein. Il faut savoir que pendant très longtemps, rater à l'école, ce n'est pas un problème. Hein. Voire même, c'est conçu que c'est normal. Hein. Un instituteur qui conduit 15% d'une classe d'âge à avoir le certificat d'études dans les années 1920 est tout à fait dans la norme. Personne ne lui demande de faire mieux. Voilà, c'est pas. Donc, il faut bien comprendre que l'échec scolaire, les problèmes de désajustement, de décalage entre les attentes des enseignants et les élèves et leurs familles, etc., a pris une ampleur tout à fait nouvelle depuis que l'école est devenue une institution centrale dans l'intégration pour l'insertion professionnelle, etc. D'autre part, il me semble qu'il faut insister si on essaie de comprendre pourquoi l'échec scolaire, pourquoi les problèmes des déviances, qu'elles soient cognitives, comportementales à l'école, sont devenus pourquoi ces problèmes sont devenus aussi marqués, aussi aigus, etc. Il faut comprendre que le sens de l'échec scolaire a varié. Dans le système précédent, qui était un système très cloisonné, si vous voulez, où la plupart des familles n'avaient pas accès à l'enseignement secondaire, on s'arrêtait à la fin de l'école primaire avec ou sans le certificat d'études, souvent sans. L'idée de la réussite scolaire n'était pas d'actualité, hein. On ne jouait pas au jeu. Hein. Je veux dire, avec les lois de démocratisation scolaire des années 50, fin 50, 60, etc., avec l'école obligatoire, le collège unique, tout le monde joue le même jeu, et dès ce moment-là, la compétition scolaire se généralise, et les effets de l'échec scolaire sur l'individu, les effets se font de plus en plus dramatiques. Alors j'ai pris une citation de l'historien Antoine Pro. Il explique, je pense que c'est assez bien vu, la réforme des collèges à partir de 1959 n'a pas seulement consolidé la stratification sociale, elle l'a légitimée, puisqu'elle l'a fait reposer sur des critères apparemment scolaires et non plus ouvertement sociaux. Elle a invité ainsi les membres des divers groupes sociaux à intérioriser leurs positions sociales respectives et à les assumer comme une conséquence de leur inégal mérite. Avant la réforme, les victimes de la sélection pouvaient en rendre responsable le système qui ne leur avait pas donné leur chance. En leur donnant apparemment leur chance, sans pour autant combattre efficacement les pesanteurs sociologiques,
La réforme des collèges a rendu les élèves responsables de leur échec ou de leur succès. Elle a transformé en mérite ou en incapacité personnelle ce qu'on aurait auparavant imputé au hasard de la naissance. La charge des inégalités devant l'école n'incombe plus à la société, mais aux individus. Le collège achète ainsi, par une fragilisation des individus, une consolidation de la société. Alors, il me semble que c'est très important pour comprendre ce que ça veut dire rater à l'école aujourd'hui pour un enfant ou pour un adolescent. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, si vous voulez, cette question des troubles du comportement, du décalage entre les attentes des enseignants et le comportement de certains enfants, est une question qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a toujours fait problème depuis qu'il y a école. J'ai personnellement effectué une recherche sur j'ai appelé ça le cancre avant l'échec scolaire, c'est-à-dire le cancre avant que l'échec scolaire ne devienne un problème social important, le cancre dans l'école de la Troisième République. Et j'ai étudié toutes les revues qui s'adressent aux instituteurs, ce qu'on appelle la presse d'éducation et d'enseignement. Et on voit cette figure du cancre, qui est une figure centrale, qui a presque le premier rôle du folklore scolaire. Le cancre est d'abord, certes, un élève à l'intelligence limitée, parce qu'il a une débilité, une absence de motivation, d'aptitude, etc. Il retarde la progression de la classe, il rend le travail plus difficile à ses enseignants. Et le cancre a souvent aussi des déviances comportementales. Il est introverti, hébété, perturbateur, c'est un garnement, instable, qui dissipe ses camarades et passe son temps à imaginer les tours pendables qu'il fera au professeur. Alors, ces éclats de conduite lui valent d'être jugé moralement selon des termes propres à l'époque, affreux, possédé par le génie du mal, méchant, dangereux, sans entrailles, délateur. Et, par exemple, un pasteur qui écrit à l'époque dans le manuel général de l'enseignement primaire, ou de l'instruction, je ne sais plus si c'est instruction primaire ou enseignement primaire, j'ai oublié, ça fait un an que j'écris l'article. Donc, le cancre, écrit-il, est un ferment où pullulent de dangereux microbes, toujours prêts à se multiplier, à entreprendre la conquête de nouveaux milieux, à corrompre, gâter, barbouiller tout ce qui les entoure et les touche. Jamais on ne le dira, le répétera, le criera assez. Il faut être sur le qui-vive afin de ne jamais se laisser surprendre. Une fois que le mal est fait, une fois que la gale est là, il est trop tard. Donc, voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que cette question, elle est problématique et elle est au centre de nombreuses controverses, puisque à côté de points de vue comme celui que je viens de vous citer, qui est quand même un point de vue qui est soutenu par beaucoup d'enseignants, qui consiste à dire que l'école, elle s'adresse avant tout à des élèves ajustés, que ceux qui ne sont pas ajustés n'ont pas leur place, il y a toute une série d'acteurs qui vont, au contraire, se saisir de l'élève qui a des problèmes de comportement pour dénoncer le fonctionnement de l'institution scolaire. Alors ça peut être, par exemple, un psychologue comme Binet, qui, à travers l'étude des caractériels ou des instables, va montrer que l'école s'y prend mal. Ça peut être un aliéniste comme Bourneville, à la fin du 19e, qui, pareil, va essayer de montrer qu'on peut s'y prendre autrement. Ça peut être, plus tard, des spécialistes des pédagogies nouvelles qui vont se servir du cancre qui s'ennuie pour dénoncer les méthodes utilisées en classe, des méthodes ennuyeuses, etc. Autrement dit, ce qui est intéressant, c'est que la figure de l'élève, perturbateur, qui a des troubles du comportement, comme on dirait aujourd'hui, a toujours été une figure au centre de multiples controverses entre ceux qui pensent que cet élève n'a pas sa place à l'école et ceux qui pensent que cet élève révèle les dysfonctionnements de l'institution scolaire. Alors ça, c'est très important parce qu'évidemment, ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes encore dans ce cadre-là. Voilà. Bon. Alors, ça, c'est donc le premier point, c'est-à-dire cet historique, rappel historique, qui vous montre que d'un côté, si vous voulez, si je reprends un petit peu ce que je viens de dire, l'échec scolaire n'a jamais été aussi aigu. C'est un problème
dont les enjeux associés à l'échec scolaire n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui. Et par ailleurs, effectivement, d'où l'intensification de ce vieux problème, qui est un vieux problème, qui est des problèmes de discipline rencontrés par certains élèves. Donc on est vraiment dans un moment où tout cela est exacerbé aujourd'hui. Par rapport à cela, j'en viens à mon deuxième point, je vais remettre un petit peu en arrière. Voilà, prendre en charge l'enfant dans sa globalité, l'imposition d'une doxa partenariale. L'idée qui s'est imposée, c'est que depuis la fin du XIXe siècle, c'est pas une idée, c'est un fait, il y a eu une multiplication des professionnels de l'enfant spécialisés, dont on pourrait appeler, ce que c'est pas un très beau mot, mais c'est assez goffmanien, pour reprendre un auteur de Erving Goffman, un sociologue américain, c'est des professionnels de la réparation par rapport aux enfants qui seraient en difficulté à l'école. Et donc, si vous voulez, on a vu se multiplier les médecins, des psychologues d'orientation très variés, des professions paramédicales. Alors évidemment, la plus connue, c'est les orthophonistes. Elles étaient, par exemple, elles étaient 150 dans les années 60, elles sont aujourd'hui plus de 22 000, etc. Mais tous les spécialistes des métiers de l'enfance se sont multipliés dans l'institution scolaire comme en dehors. Et ils se sont multipliés, chaque groupe professionnel, chaque métier de l'enfance a eu une croissance démographique très importante. Les savoirs se sont aussi très largement développés, des approches psychodynamiques aux approches systémiques, comportementales, cognitivistes, aux approches issues des neurosciences, aussi de la sociologie, etc. Donc on a eu une multiplication des savoirs sur les troubles des enfants, et en particulier sur les troubles des comportements. Et depuis, vous connaissez, les établissements et les classes spécialisées se sont eux aussi multipliés, les classes de perfectionnement en 1909, le premier CPP en 1945, les CMPP, les CMP et toutes les institutions du secteur médico-social et sanitaire qui viennent par la suite. Donc, si vous voulez, on a eu, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu ce secteur de l'enfance qu'on a appelé inadapté au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, s'est énormément développé et menacé continuellement de balkanisation. C'est-à-dire, si vous voulez, comment faire en sorte pour que ces gens travaillent ensemble, pour que toutes ces professions, tous ces métiers travaillent ensemble. Alors ça peut paraître, évidemment, aujourd'hui, vous baignez là-dedans, on ne jure que par partenariat, pluridisciplinarité, etc. C'est le sésame, le mot magique, souvent. Bon, et ce que je voulais vous dire, c'est que tout cela remonte assez loin, puisque, regardez, par exemple, en 1945, je ne sais pas si on voit quelque chose, si on voit à peu près, lors de la mise en œuvre, je tire ce diagramme de l'excellent livre de Michel Chauvière sur la naissance de la politique, l'enfance inadaptée, j'ai oublié le titre, bon, peu importe, vous retrouverez, où il montre bien que, lors de cette politique qui vise les enfants inadaptés, alors que toutes sortes de symptômes, dont les problèmes comportementaux, dès 1945, même sous Vichy, s'impose une approche partenariale, qui suppose la collaboration des professionnels du soin, des psychologues, des travailleurs sociaux, des professionnels de la justice, des professions de l'enseignement, des professions du secteur associatif, etc. Avec une politique interministérielle où travaillent ensemble l'éducation nationale, la santé, la justice, l'intérieur, le ministère du Travail. Et il n'y a qu'à voir cette pluridisciplinarité, on la retrouve dans les sigles des institutions. Le premier centre psychopédagogique, Claude Bernard, 1945, qui devient après le centre médico-psycho CMPP, centre médico-psychopédagogique, les IMP, les IMPRO, je vous passe les sigles, vous les connaissez, les CMP, les IME, les CASM, les GAP, etc. On est dans cette pluridisciplinarité qui s'affiche comme doxa, comme incontournable de la prise en charge des troubles de l'enfant.
On la retrouve aussi, par exemple, dans un livre du psychiatre Robert Laffont, qui est un neuropsychiatre qui est proche de Georges Hier à l'époque, et qui écrit un livre au titre qui m'a semblé passionnant, et c'est un livre que je vous recommande parce que c'est un peu daté, mais c'est un livre très intéressant, Psychopédagogie médico-sociale. La psychopédagogie médico-sociale. Et c'est vraiment l'idée que, dès cette époque-là, on a en tête que toute intervention sur, les troubles des enfants doit être une intervention qui est pluridisciplinaire, partenariale, globale. On ne va pas saucissonner l'enfant. Enfin, vous connaissez tout ce discours. Alors, alors, la question qui se pose, c'est, depuis très longtemps, depuis presque 60 ans, 70 ans, c'est qui va être la tête pensante, le chef d'orchestre, pour reprendre l'expression d'un médecin dans une institution où j'ai enquêté, le chef d'orchestre de cette architecture partenariale. Alors, les réponses ont changé. Je vous donne la réponse de Robert Laffont. Il explique, certes, il faut à l'équipe une tête, mais cette tête n'est pas obligatoirement tel ou tel personnage. La tête sera celui qui, à côté de dons personnels, possède des connaissances et une expérience de l'humain normale et inadaptée, suffisante pour comprendre ses coéquipiers, les aider, les orienter et coordonner leurs efforts. Dans l'état actuel des formations professionnelles et en raison de la culture générale nécessaire, c'est bien souvent le médecin, neuropsychiatre qui prend figure de chef, mais il commettrait une grave erreur s'il centrait tout le problème de l'enfance inadaptée sur la pathologie et s'il considérait ses coéquipiers comme de simples agents d'exécution. C'est donc le médecin, non pas tant en raison de ses compétences spécifiques de médecin, mais en raison de sa culture générale, qui s'arroge le rôle de coordinateur dans cet édifice partenarial. Alors, on retrouvera le même genre de raisonnement plus sur le versant psychanalytique dans les CMPP, etc., etc. Mais en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que un des éléments structurants de la prise en charge des élèves qui ont des troubles variés, notamment des troubles du comportement, c'est qu'aujourd'hui, et même depuis 70 ans, nous sommes dans une perspective de prise en charge globale, partenariale, pluridisciplinaire. C'est un incontournable. Le professionnel qui prétendrait régler ses troubles de son côté tout seul, etc., n'y arriverait pas. J'ai enquêté, par exemple, dans un centre de référence du langage en région parisienne, où ils sont vraiment sur des troubles très spécifiques. Par exemple, la dyslexie, la dysphasie, etc. Même dans ces institutions-là, on retrouve ces équipes pluridisciplinaires avec des médecins, des enseignants, des orthophonistes, des professions paramédicales en général, des psychologues, etc. En fait, cette architecture partenariale s'est imposée un petit peu partout. Donc ça, c'est un deuxième point qui est très important pour comprendre comment on prend en charge les élèves qui ont des problèmes en ce moment. Enfin, troisième point, c'est ce que j'ai appelé, je reviens un peu en arrière, de l'élève au patient, les transformations de l'externalisation du traitement des problèmes apparus dans le cadre scolaire. Je pense qu'il faut avoir en tête aussi, quand on parle de médicalisation ou de traitement des élèves en difficulté, l'idée que, si vous voulez, dès le moment où vous avez des enseignants qui sont, pour la majorité d'entre eux, ont tendance à penser qu'ils doivent s'adresser avant tout à des élèves ajustés, et que, surtout dans le domaine du comportement. Encore un élève qui a des problèmes cognitifs, l'enseignant peut se dire, tous ne se disent pas, mais enfin beaucoup se disent quand même que c'est son rôle de lui apprendre quelque chose. Mais un enfant qui arrive avec des troubles comportement, qui ne respecte pas les règles de vie, ne respecte pas l'attitude de l'élève, il a tendance à être, l'enseignant a tendance à penser que sa place n'est pas forcément dans une classe ordinaire. Donc, il est évident que si vous mettez des enseignants qui ont cette posture-là avec un secteur qui se développe, un secteur de l'éducation ou de l'enseignement spécialisé qui se développe par ailleurs, vous allez avoir ce qui s'est produit dans les années 60-70, c'est-à-dire progressivement une
externalisation du traitement de l'échec scolaire de ces élèves. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu un afflux d'élèves dans les établissements du secteur médico-social et sanitaire, et surtout dans les classes de perfectionnement à l'époque. Vous le savez, les ancêtres, c'est pas la même chose, évidemment, mais il y a eu le changement le passage des classes de perfectionnement aux CLIS puis aux ULIS. À chaque fois, il y a des changements qualitatifs, mais malgré tout, dans les années 70, dans la première moitié des années 70, il y a 130 000 enfants qui sont scolarisés dans les classes de perfectionnement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'exclusion, on peut le dire, massive des enfants à 95% issus des milieux populaires dans ces classes de perfectionnement sous motifs médico-psychologiques. Alors, ce qui a changé, et ça il faut l'avoir en tête, c'est que quand même, à la suite des lois 75, 2002, 2005, ce mouvement s'est inversé au point qu'il y a quelques années, maintenant ça commence à remonter, mais il n'y avait plus que 30 000 enfants scolarisés dans les CLIS. Donc vous voyez, on est passé de 130 000 à 30 000, donc avec une population dans les établissements médicaux du secteur médico-social qui était relativement stable. Donc ça veut dire que ces 100 000 enfants, ils ont été scolarisés dans les classes banales. Et ça, je pense que j'y reviendrai, mais c'est un élément indispensable, c'est un élément qu'on doit absolument avoir à l'esprit quand on pense la relation des enseignants aux problèmes, aux troubles du comportement, etc. C'est-à-dire que la confrontation est aujourd'hui maximale. C'est peut-être la conclusion de cette première partie où je voulais en venir. C'est une confrontation qui est aujourd'hui maximale entre des enseignants et des élèves désajustés, parce que, il y a moins de possibilités qu'avant d'externaliser entièrement la prise en charge des élèves les plus difficiles. Politique d'intégration et d'inclusion ont produit des situations potentiellement très conflictuelles. Il y a, par ailleurs, une multiplication des spécialistes de l'enfance en difficulté en dehors de l'école, à commencer par les spécialistes du monde médico-psychologique. Et il y a, pour couronner le tout, une doxa partenariale privilégiant l'approche globale. Ce que je veux dire, c'est que déjà, structurellement parlant, tous les éléments sont réunis pour que, la réponse aux difficultés des enfants telles qu'elles apparaissent à l'école soit une réponse qui aille chercher en dehors de l'école, que ce soit alors en dehors de la classe ordinaire, ça peut être le RASED, mais comme vous le savez, ces derniers temps, les RASED sont très touchés, donc ça accentue. Il y a, cette idée, cette structure, ces éléments structurants qui expliquent que, entre la gravité du problème, entre le fait que la confrontation est maximale, entre le fait qu'il y a énormément de spécialistes en dehors qui viennent valider l'idée que il faut travailler avec les autres et qu'en plus il y a une doxa partenariale qui s'impose, évidemment, vous comprendrez que les conditions sont réunies pour que la médicalisation dont je vais maintenant parler se produise. Mais il faut avoir tout ça en tête parce que sinon on ne comprend pas. Alors je vais passer à la deuxième partie de mon intervention, qui reprend plus précisément mon livre. C'est une analyse donc des formes contemporaines de médicalisation des déviances comportementales infanto-juvéniles à l'école. Comment on médicalise les problèmes scolaires et les troubles du comportement. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous faites le même constat que moi, mais dans les différentes enquêtes que j'ai pu mener dans les écoles, on voit à quel point aujourd'hui les enseignants mobilisent de manière très peu maîtrisée, il faut l'avouer, une série de diagnostics médico-psychologiques. Enfin, je ne sais pas, c'est vraiment des enseignants quel enseignant n'a pas dans sa classe un enfant qui est dyslexique, dysphasique, dyspraxique, dyscalculique, dysorthographique, hyperactif, surdoué, précoce. Mais je ne vous parle pas après sur d'autres, il y a tous les diagnostics sur le versant psy, phobie scolaire, burn-out de l'élève, conduite anxieuse, etc. Alors que les enseignants connaissent très mal ces diagnostics, mais ils les utilisent de plus en plus. Enfin, je crois pouvoir dire ça, il faudrait vérifier, mais en tout cas, bon. Oui. Est-ce que ce que vous montrez comme phénomène est observé dans l'ensemble des pays, on va dire occidentaux, qui ont des systèmes éducatifs
similaire ou est-ce qu'il y a une dimension culturelle propre à certains pays concernant cette évolution vers, on va dire, l'individualisation des troubles et la préparation à cette médicalisation on voit bien qu'il y a un phénomène important vers la médicalisation, on a expliqué le diagnostic individuel. Oui. Alors, j'ai pas vraiment. Il faudrait faire une enquête. Alors, personnellement, j'ai enquêté sur l'Espagne. Et bon, l'Espagne, on voit bien que c'est pas culturel, c'est que simplement le secteur médico-social, ce qui est l'équivalent du secteur médico-social, est beaucoup moins développé en Espagne. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on le verra, il y a quand même un effet d'offre en France d'un secteur médico-social qui est extrêmement développé comparé aux autres pays. Alors après, il y a d'autres formes de médicalisation. Par exemple, on le sait bien qu'aux États-Unis, voilà, il y a un recours massif à des traitements pharmacologiques pour traiter, voilà, et que de ce point de vue-là, la France est en l'occurrence j'allais dire en retrait, j'allais dire en retard, mais peut-être en retrait pour dire effectivement la prescription de Ritaline aux États-Unis est gigantesque. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que j'avais lu que c'était 9 millions d'enfants qui étaient sous Ritaline. Il y avait 50 fois plus d'enfants qui étaient effectivement sous des traitements sous traitement type Ritaline. Oui, tout à fait. En France, la prescription est beaucoup plus contrôlée, beaucoup plus limitée. Les modes de prescription sont beaucoup plus limités. Hein. Alors, personnellement, alors c'est là que, voilà, que je voudrais lever tout d'abord une première ambiguïté, parce que je voudrais pas. Quand j'ai parlé de médicalisation dans mon travail, personnellement, j'ai mis dans le même panier des gens qui finalement se détestent. Hein, c'est-à-dire à la fois des psychologues, des psychiatres, plutôt d'orientation psychodynamique, pour ne pas dire psychanalytique, et de l'autre côté, des spécialistes des neurosciences. Et donc, moi, sur mon terrain, puisque j'ai enquêté 4 ans dans un CMPP, 4 ans dans un centre de référence du langage en région parisienne, et 4 ans dans un groupe scolaire, le tout étant sur un même territoire, ce qui me permettait d'observer les trajectoires de patients, le patient qui allait au CMPP, qui était diagnostiqué autiste ou psychotique, qui arrivait au centre de référence du langage, qui devenait dysphasique, etc. Enfin, de voir toutes ces circulations de patients. Moi, personnellement, j'ai bien conscience que, si vous voulez, il n'y a pas de points communs et que je reconnais l'extrême différence qu'il y a entre une approche psychothérapeutique inspirée de la psychanalyse, par exemple, ou d'autres approches, et une approche en termes inspirée des neurosciences, etc. Je reconnais que ce n'est pas du tout la même approche des troubles, mais ce qui m'intéressait, c'était que dans les deux cas, malgré tout, l'élève se transformait en patient et qu'il était adressé vers ce que j'ai appelé, le terme qui me permettait de faire le lien, c'était des professionnels du soin. Il passait du statut d'élève au statut de patient. Et même les CMPP sont des institutions qui sont sous direction médicale. Enfin, la plupart, il peut y avoir une codirection avec un directeur administratif qui peut être un enseignant, etc. Mais disons que voilà. Et donc, je ne voulais pas rentrer dans ce jeu de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, même si je vous avoue que j'ai mes propres préférences. Voilà. Et l'idée, c'est que donc j'ai essayé de comprendre pourquoi, comment dire, on en était arrivé à ce phénomène où les enseignants, on arrive à mobiliser aussi souvent ces diagnostics. Alors j'avais essayé de vous faire une petite vignette clinique comme ça pour se détendre. Par exemple, alors j'ai réalisé un entretien avec une enseignante de CE1. Ça, c'est plus pour expliquer le versant psy, hein, la façon dont les enseignants me paraissent j'y reviendrai plus tard, très psychologisé, dans le fond. Alors, pas à la manière dont les psychologues voudraient qu'ils le soient nécessairement, mais, comment dire... donc, j'ai fait un entretien avec une enseignante de CE1 et qui me permet de comprendre une sorte de modus operandi, comment dire, de la manière dont un élève qui a des problèmes de comportement va être étiqueté comme ayant un problème psychologique, hein, voilà, un problème psychoaffectif, etc. Alors...
comment dire, on va aller directement, peut-être, je vais par exemple la vignette clinique. Les difficultés, l'enfant, je l'ai appelé Rachid, se manifeste en classe par son absence d'autonomie. Il ne travaille pas si la maîtresse n'est pas tout le temps derrière lui, et par un manque de respect des règles scolaires, il copie. Il est parfois perturbateur, voire violent avec ses camarades. Bon, une situation un peu peut arriver. Ce qu'on peut appeler pas trouble du comportement, voilà. Selon Sandra, le problème de Rachid n'est pas seulement un problème scolaire, il ne s'agit pas non plus d'un problème d'intelligence. Elle réfute l'idée qu'il y ait des explications par les dons. Elle dit « J'ai dit au père que le problème de Rachid, ce n'était pas un problème d'intelligence, c'était parce qu'il n'arrivait pas à se mettre au travail, parce qu'il était parasité par des choses. » Bon. Rachid subit les conséquences psychologiques, c'est Sandra qui, enfin, c'est la personne avec qui j'ai fait l'entretien, qui peut dire ça, subit les conséquences psychologiques de ses difficultés scolaires, il manque de confiance en lui, et à l'inverse, montre son A à toute la classe, les rares fois où il parvient à en avoir un, comme tous les enfants, il a envie de réussir. L'origine de l'échec de Rachid se situerait dans son environnement familial. Rachid est parasité par cet environnement et a hérité des difficultés psychologiques de son père. Sans que Sandra connaisse bien la situation du père, elle ne sait pas, par exemple, s'il travaille. Ce dernier est présenté comme ayant un problème par rapport à la loi et comme très paumé. Rachid est insécurisé par son père, qui ne se comporte pas en adulte et ne réussit pas à lui faire intérioriser la loi. Sandra craint qu'il devienne délinquant. Les difficultés linguistiques de la mère sont dénoncées comme comportant une part de simulation associée par Sandra à un comportement de fuite. La mère jouerait de son déficit linguistique pour ne pas avoir à se confronter aux enseignants. Alors, outre la possibilité d'une compréhension du cas de Rachid, permettant de déplacer la responsabilité de son échec sur l'environnement familial, l'identification de causes psychologiques, ça c'est un peu compliqué parce qu'effectivement là il y a un mélange du discours de Sandra et du mien, l'identification de causes psychologiques ouvre une possibilité de résolution des difficultés, la consultation au CMPP. L'espoir suscité par ce type de prise en charge est rapporté à des expériences précédentes concluantes. La consultation d'un psy est donc présentée comme une possible sortie du problème. Sandra a elle-même fait une analyse dont elle garde une image très positive. L'enseignante tente donc de convaincre les parents d'amener régulièrement leur fils au CMPP. Il lui arrive de leur téléphoner le soir chez eux pour savoir si Rachid a bien été à ses séances. La distance des parents à l'école se double alors d'une distance au mode de résolution de l'échec scolaire, la psychothérapie. En rechignant à accompagner leur fils au CMPP, les parents ne le respecteraient pas, d'après Sandra, et la disqualification éducative des parents de Rachid est donc attribuée à leur difficulté à investir leur fils et à se mobiliser pour son bien. C'est ce qui motivera le signalement de Rachid à l'assistante sociale de la commune. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il me semble que... Moi, la question que je me suis posée, tout simplement, c'est comment on en arrive là. Voilà. Comment on arrive là? Et sans juger forcément cela, quoi, parce que franchement, peut-être que je ferais pareil. Enfin, je ne sais pas, voilà, je n'ai pas de jugement négatif d'emblée sur la conduite de Sandra. Alors, la réponse que j'ai à vous donner, c'est comment on en arrive là, c'est que c'est un processus, il n'y a pas de réponse simple, c'est que c'est un processus très complexe. Et que mon enquête m'a permis de me rendre compte que pour comprendre le processus actuel de médicalisation, il y avait certes les éléments structurants dont j'ai parlé au début et qui sont vraiment à garder en tête, parce que sans ça, on ne comprend rien, mais il y a aussi, de manière plus contemporaine, une série de phénomènes que je vais essayer d'expliquer. Alors, en gros, le plan de la deuxième partie, c'est, si vous voulez, voilà, j'essaierai de faire des coups de sonde parce que je n'ai pas beaucoup de temps et que je ne voudrais pas, déborder trop du temps qui m'a été imparti. Allez voir du côté des professionnels du soin, de psychologues, psychiatres, professions paramédicales. Qu'est-ce qu'ils font? En quoi contribuent-ils à cette médicalisation? En quoi sont-ils des vecteurs de médicalisation? Ensuite, je vous propose de regarder un petit peu la manière dont est défini le problème de l'échec scolaire à un moment donné. Parce que la réponse qu'on donne à l'échec scolaire, c'est quand même en grande partie conditionné à la manière dont on pose le problème à une période donnée. Donc, qu'est-ce que disent, par exemple, les textes aujourd'hui, les chercheurs, les experts qui travaillent sur l'échec scolaire? Comment formule-t-il le problème de l'échec scolaire aujourd'hui? Et en quoi cette formulation induit-elle ou pas une médicalisation? J'irai voir ensuite du côté des enseignants, j'en ai un peu parlé, je reviendrai un petit peu pour déterminer des logiques qui les conduisent à médicaliser le traitement des difficultés scolaires. Et puis je finirai par peut-être le plus important, la cause de mon enfant. J'ai pris ça en parodiant un petit peu le livre de Dolto avec cette formulation un peu bizarre, la cause de l'enfant, la cause de mon enfant, la mobilisation des familles.
Voilà. Alors, tout ça parce que les familles jouent un rôle, vous le savez, aujourd'hui très important. Elles sont plus passives, j'y reviendrai, elles ont un rôle très important. Alors, comment dire, je commence donc par le premier point, la contribution des professionnels du soin, j'ai appelé ça entre promotion et protection. Alors, comme je l'ai dit, je le répète, j'englobe dans cette métacatégorie professionnelle du soin des catégories de soignants, des catégories de professionnels qui sont très différents. Pour autant, les modalités de leur participation, de leur contribution à la médicalisation n'est pas nécessairement très éloignée. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des professions qui, à un moment donné, alors ça a été décalé dans le temps, font une sorte de travail pour que leur approche soit reconnue. Par exemple, alors il y a un travail scientifique évidemment de publication, mais il y a aussi tout un travail de publicisation, un travail de lobbying à l'égard de la classe politique, des experts de santé, de l'éducation, des associations de parents. Par exemple, dans les années 70, ce travail a été effectué par les professionnels du soin qui s'inspiraient de la psychanalyse. Par exemple, dans le CMPP où j'ai été enquêté, le médecin directeur me disait « Moi, dans les années 70, je n'arrivais pas à remplir les agendas des psychologues, j'allais faire de la retable dans les établissements scolaires. » c'est l'expression qu'il utilise. Je le cite. Et donc, en fait, on voit bien aujourd'hui, les CMPP, il y a 1 an d'attente pour avoir un rendez-vous. Voilà. Alors, il y a ce travail qui, aujourd'hui, a été fait depuis 10-15 ans, le même travail de plébiscite d'une approche, d'une compréhension des troubles, etc., qui a été réalisé, par exemple, par les spécialistes des neurosciences cognitives, qui sont soutenus par de nombreuses associations de parents, qui ont multiplié les actions visant à ce que les troubles soient mieux reconnus. En gros, il s'agit de quelque chose que vous pouvez aller voir du côté de la sociologie de la santé, c'est comment on construit un problème en problème de santé publique. Comment on fait pour que le problème que l'on traite soit reconnu, soit validé, soit légitimé par l'État comme un problème de santé publique devant être inscrit à l'agenda des politiques publiques. Alors ça, les médecins, et là, c'est indéniable, il y va de leur intérêt, de leur territoire professionnel, de leur parfois un intérêt financier, c'est évident, alors surtout quand, dans le cas par exemple de la Ritaline aux États-Unis, il y a des intérêts financiers énormes. Bon, alors ça existe. Donc, comment dire ? Donc, on fait le processus, il est assez classique, c'est-à-dire que l'on fait, par exemple, on montre. Je vous ai mis, par exemple, ce diagramme qui me paraît assez intéressant parce qu'un des moyens de construire un problème de santé publique, c'est de regrouper un certain nombre de troubles, d'en faire une entité, un ensemble homogène. Là, vous avez ce que Habib appelle la galaxie des 10. Alors, je ne me permettrai pas de juger. Vous avez donc les troubles du comportement là qui sont à l'époque définis par syndrome hyperkinétique. Alors bon, voilà, il y aurait plus qui fait partie de cet ensemble. Donc déjà, on regroupe un ensemble de troubles auparavant un peu disjoints pour montrer que tout cela a une même cause, tout cela a une même origine, tout cela est un même problème. Ensuite, on fait des études épidémiologiques assez plus ou moins, alors pour le sociologue que je suis, plus ou moins sérieuses, parce que c'est toujours quand même assez compliqué, vous le savez, de reconnaître un enfant qui est dyslexique, à moins qu'on les fasse tous passer par le PET scan, mais sinon, bon, quand même, la différence entre un mauvais lecteur et un enfant dyslexique avec le test de l'Alouette, ou avec même pour les orthophonistes avec des tests un peu plus compliqués, c'est toujours très compliqué. Mais voilà, on arrive à faire des enquêtes épidémiologiques qui montrent que ce trouble devient... on ne peut pas additionner parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'enfants qui ont plusieurs troubles, vous le savez, en même temps. Bon, mais malgré tout, on arrive à montrer que c'est vraiment un problème très important qui touche une grande partie de la population. Alors, est-ce que j'ai pas mis cette citation de... Non, je l'ai oublié. Alors, je vais vous la lire parce que, quand même, il y a des médecins psychiatres qui participent de cette médicalisation à outrance. Par exemple... Gabriel Val, qui
qui a publié avec Claude Bidjaville un ouvrage chez Odile Jacob, une maison très respectable, qui est un pédopsychiatre assez connu, montre et écrit dans le quotidien du médecin, mais il a repris cette phrase dans son livre, mais je ne l'ai plus retrouvée, mais après donc, je l'ai retrouvée sur Internet, il l'avait aussi cité dans le quotidien du médecin. Il dit « Toutes les études étiologiques sur l'échec scolaire parviennent pour 90% des enfants concernés à identifier une cause médico-psychologique spécifique. Hyperactivité, dyslexie, troubles oppositionnels, dépression, anxiété. Pour 90% des enfants. Bon. On ne sait pas si c'est une cause réactionnelle. Bon. Mais en tout cas, si c'est un problème réactionnel ou si c'est une cause première. Mais bon, en tout cas, on ne peut pas, totalement absoudre les professionnels du soin, les médecins, de ce mouvement, de ce processus de médicalisation. Ils y ont évidemment contribué, c'est normal, tout le monde ferait ça, les sociologues, on défend aussi notre boutique, quand on a un concept, un outil, une approche, on va sur les plateaux télé, on la vend comme étant évidemment pas mal. Donc, voilà, ils ont fait comme tout le monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que aussi bien les psychanalystes qu'aujourd'hui, enfin les psychanalystes, vous m'entendez, les professionnels du soin qui sont plutôt sur le versant psychodynamique, psychanalyse, etc. C'est ça que je veux dire par les psychanalystes, mais bon, c'est vrai que c'est trop... Et c'est deux pôles, en fait. Et le pôle plus organiciste, inéiste, le pôle des neurosciences cognitives, pas seulement d'ailleurs, ce serait plus compliqué, mais en tout cas, tous les deux, ces deux pôles ont été confrontés à différents moments au fait que la demande qu'ils avaient créée a dépassé de très loin l'offre qu'ils pouvaient apporter. Alors ça a été un point très important, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, c'est assez flagrant avec les spécialistes des neurosciences cognitives. Ils ont essayé pendant très longtemps, il y a 10-15 ans, de faire reconnaître les troubles, la galaxie des 10 par exemple. Et aujourd'hui, par exemple, ils m'invitent, j'ai fait la conférence inaugurale du congrès des médecins scolaires. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas comment se déprendre d'une demande qui les dépasse complètement. Alors ça va du médecin scolaire qui doit répondre, qui travaille à l'université, il doit demander une multiplication par 300-400% des demandes de tiers-temps, les demandes de reconnaissance de handicap pour la dyslexie, etc. L'hyperactivité, c'est pareil, en fait, etc. Et les médecins se voient aujourd'hui confrontés à un phénomène qu'ils n'avaient pas prévu, c'est-à-dire que la demande de résolution de l'échec scolaire est tellement importante que, si vous voulez, ils ne peuvent plus y répondre. Une collègue écrit « L'institution psychiatrique est par exemple en souffrance aujourd'hui avec cette demande de résolution d'échecs scolaires. » Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on voit bien que la médicalisation, c'est pour ça que je mettais dans le titre tout à l'heure la contribution des professionnels du soin entre promotion et protection, parce que les professionnels du soin se sont aperçus qu'en mettant le pied dans cette question des troubles assez proches quand même, rien que la dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, on voit bien qu'on est assez proche du scolaire, ils ont mis le pied dans un engrenage qui risque de leur être assez coûteux, puisque, si vous voulez, en ce moment, on est dans une phase où il y a vraiment... l'échec scolaire est devenu un problème si important qu'il déborde le cadre scolaire. Et tous les métiers qui sont concernés, qui travaillent avec des enfants, sont aujourd'hui submergés par une demande de résolution de l'échec scolaire. Ça va du psychanalyste qui espère une demande d'analyse, qui voit une maman qui apporte son enfant pour qu'il passe de 8 à 10 en maths, à l'animateur qui travaille dans un centre social et qui voudrait faire un peu autre chose que du scolaire et qui doit faire que de l'accompagnement scolaire. Tout le monde, si vous voulez, est sous le coup de cette demande de résolution d'échec scolaire qui a tendance un petit peu à agacer cette fois-ci maintenant les professionnels du soin. L'exemple caractéristique, ce sont les orthophonistes qui, d'un côté, elles ont contribué à ce flou entre orthophonie, soutien scolaire, etc. Mais maintenant, elles aimeraient bien
pouvoir se recentrer sur le cœur de leur activité, qui est une activité plus médicale, et elles sont submergées par des demandes de résolution d'échecs scolaires. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, je crois que le mot de médicalisation, quelque part, il est inexact et il n'est pas très bien trouvé. Je ne suis pas sûr que je le réutiliserai aujourd'hui, parce qu'il laisse penser que la médicalisation serait le résultat simplement d'une extension du territoire professionnel des médecins, un petit peu par impérialisme professionnel. On va s'étendre. Je crois que la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être eu ça à un moment donné, mais qu'aujourd'hui, il y a aussi la rencontre entre un mouvement effectivement de médicalisation, mais une sorte, ce que j'ai appelé dans mon livre, de scolarisation de la société. Ça veut dire que la société, tout le monde est de plus en plus confronté à cette importance incontournable des enjeux scolaires, quoi, qui deviennent envahissants. C'est des troubles envahissants, l'échec scolaire. Un trouble envahissant, l'échec scolaire, ça envahit tout le monde, quoi. C'est un symptôme incontournable. Bon. Donc, voilà, pour ce qui est des professionnels du soin, il me semble que, voilà, entre promotion et protection. Si je continue mon propos, et j'essaie de voir maintenant, comme je vous l'avais annoncé, donc le deuxième point, politique de lutte contre l'échec scolaire et médicalisation, en quoi la formulation du problème de l'échec scolaire aujourd'hui conditionne-t-elle la réponse médicalisée? Bon. Alors, en gros, comment définit-on le problème de l'échec scolaire aujourd'hui? C'est quoi ce qu'on peut lire à la fois dans la recherche? D'ailleurs, la recherche est assez bien vulgarisée, parce que ce n'est pas très compliqué, les conclusions. C'est qu'aujourd'hui, l'échec scolaire, parce qu'auparavant, on mesurait l'échec scolaire à travers des taux de redoublement, des taux de réussite dans un cycle. Il y avait aussi des tests, pour caractériser le niveau, etc. Aujourd'hui, l'échec scolaire est jugé en France et en Europe à travers un indicateur qui est le nombre d'élèves qui sortent du système éducatif sans diplôme. Alors, il y a quelques années, on était à 120 150 000. Notre ministre de l'Éducation a annoncé qu'on était passé à 80 000. Alors bon, voilà, c'est encourageant. Mais bon. En tout cas, c'est le chiffre qui est avancé. C'est l'échec scolaire aujourd'hui. C'est les enfants qui sortent du système éducatif sans aucun diplôme. Bon. Qu'est-ce qui est dit à part ça? Il est dit que ces enfants qui sortent du système éducatif sans aucun diplôme, toutes les enquêtes longitudinales montrent que ils sont en difficulté scolaire dès les premières classes de leur scolarité. C'est-à-dire que la très grande majorité des enfants qui sont en difficulté dans les premières classes de la scolarité, de la grande section CP, etc., au moment des apprentissages fondamentaux, sont ceux qui vont sortir sans diplôme du système éducatif. Autrement dit, se dessinent des véritables destins scolaires dès les premières classes de la scolarité, l'école étant incapable, d'après les statistiques, et donc c'est une moyenne, il y a forcément des cas où ça ne se vérifie pas, mais de peser efficacement sur les difficultés initiales des élèves. Quand vous rajoutez là-dessus que ce que disent les enquêtes, ce que dit l'enquête PISA sur le système éducatif français, c'est-à-dire que c'est un système où les enfants qui sont en échec, ceux qui sont les 10 à 15% qui sortent du système éducatif, sont parmi les plus faibles des pays qui sont étudiés, et que, alors qu'avant, vous savez, les sociologues disaient le niveau monte, ben aujourd'hui, les enquêtes montrent que le niveau baisse. C'est-à-dire que ces élèves les plus en difficulté, c'est 15-20%, c'est 2 déciles. Non seulement ils sont, ils sont très faibles par rapport aux autres pays, mais en plus, ils sont de plus en plus faibles. Et, l'écart avec les plus forts, entre guillemets, les plus performants aux tests, va en s'agrandissant. L'école française serait une des plus inégalitaires qui existent au monde, voire la plus inégalitaire. Donc, vous imaginez le constat, vous êtes enseignant, on vous dit que vous travaillez dans une institution qui n'arrive pas à faire réussir les élèves qui n'a aucun levier, aucun moyen d'action sur les élèves qui sont en difficulté au début, que de toute façon ce seront ceux qui sont en difficulté à la fin, c'est pas quand même très encourageant pour un enseignant.
Et par ailleurs, vous leur dites que de toute façon, en France, leur travail va contribuer de manière plus ou moins indirecte à faire en sorte que les élèves les plus faibles vont être de plus en plus faibles et les plus forts de plus en plus forts, et que c'est très inégalitaire, etc. Bon, vous imaginez un petit peu le tableau. À mon avis, ça n'a pas rien à voir avec le fait de recourir, quand on entre dans le métier, mais j'y reviendrai plus tard, rentrer dans le métier avec cet état d'esprit, avec cet état... cette sorte d'ambiance un peu morose qui pèse sur l'éducation nationale et sur l'institution scolaire, n'a pas rien à voir avec le fait de se dire, bon, je vais recourir à d'autres parce que de toute façon, moi, j'y arriverai pas. Enfin, on peut se demander dans quelle mesure il n'y aurait pas un lien, il faudrait un lien de cause à effet, il faudrait évidemment vérifier tout cela. Alors, quelles sont, les orientations qui ont été prises pour lutter contre ce phénomène tout à fait dénonçable, que je viens de cette pauvre performance de l'école française telle que je viens de la définir. Première orientation des politiques publiques de lutte contre l'échec scolaire, c'est, vous le savez, se recentrer sur les savoirs et les savoir-être fondamentaux. En gros, l'idée, c'était de dire, c'est bien beau de vouloir amener 80% d'une classe d'âge au bac, ou ça c'était 85, 86. C'est bien beau de dire, comme M. Fillon, il faut amener 50% d'une classe d'âge à la licence en 2004. Hein, c'était un peu des objectifs. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ces élèves que l'école laisse au bord de la route? C'est 15 à 20% qui sont parmi les plus faibles d'Europe, ou même de l'OCDE, et qui, sont, et par ailleurs, sont de plus en plus faibles. La réponse, c'était, on va s'occuper d'eux en leur faisant apprendre le minimum, la base. On va leur donner la base, on va s'engager à leur donner la base. C'était le socle commun de compétences. Et donc, paradoxalement, on aurait pu penser que ce type de mesures avait tendance à responsabiliser les enseignants en leur disant, écoutez, OK, il y a des choses qu'on peut accepter, des difficultés, mais il y a des savoirs que vous devez, si vous voulez, transmettre à l'intégralité ou la quasi-intégralité d'une classe d'âge. Or, en fait, moi, ce que j'ai pu observer sur le terrain, c'est que ce lexique, alors c'est peut-être une question de lexique, de formulation, mais ce lexique des savoirs premiers, des savoirs fondamentaux, des savoirs, ces savoirs que beaucoup d'élèves, acquièrent de leur propre fait dans leur famille avant d'entrer en classe, etc. C'est un registre qui laisse penser que ces savoirs sont universellement accessibles aux enfants. Et si vous voulez, les difficultés, alors ça c'est surtout pas pour les troubles du comportement, mais pour les troubles d'apprentissage, hein, ce recentrement sur les savoirs fondamentaux a eu pour conséquence que les enseignants ont eu tendance à juger que ces savoirs étant accessibles à la majorité des enfants, celui qui n'y arrive pas relève nécessairement du soin. En gros, la question qu'on peut poser à des enseignants, c'est en quoi un élève qui n'arrive pas à apprendre à lire ou à se comporter, à se comporter comme un enfant en grande section de maternelle, comme un élève adapté, ou qui n'arrive pas à lire en fin de CP, relève-t-il du soin, ou même en fin de CE1 ? Il va de soi, il me semble, que lorsqu'on va dans les écoles, il va de soi que c'est une sorte de question qui n'est pas interrogée, qu'un élève qui n'apprend pas à lire à la fin du CP, on commence à faire quelque chose. Alors les enseignants sont partagés entre cette politique des cycles qui leur dit « tranquille, faites attention », etc., et une politique, à l'inverse, de prévention qui leur dit « faites très attention », etc. Mais il me semble que cette insistance sur les savoirs fondamentaux qui a aussi multiplié de la maternelle au primaire les évaluations, l'évaluation, les enfants, les maternelles, les enseignants qui prennent des traces partout, des photos du moins de petits tas de pâte à modeler pour avoir une trace, pour pouvoir aussi remplir le livret de compétences. Non mais c'est vrai, il y a un côté comme ça, il y a l'évaluation après, il y a une sorte d'inquiétude qui est née chez les enseignants, de ce souci peut-être louable d'évaluation beaucoup plus prononcé, ce qui fait qu'au bout du compte, ça a conduit comme ça à une sorte d'accélération de la prise de conseil, etc. Je reviendrai là-dessus. Donc, là où on aurait pu s'attendre à ce que ça produise, de la responsabilisation des enseignants, ça l'a peut-être fait, ça a aussi conduit
à, si vous voulez, à une délégation, en tout cas à la prise de conseil auprès de spécialistes du soin. Il faut voir par exemple la différence. Il y a un seuil comme ça historiquement variable. Si vous avez un enfant, un élève, un adolescent qui n'arrive pas à passer en première S, on ne va pas l'envoyer chez le psy. On va dire, surtout si c'est une fille, on va dire, un bon stéréotype, elle n'a pas la bosse des maths. Si c'est un garçon qui n'arrive pas à passer en première S, on va dire, oh, il n'a pas la fibre littéraire, etc. Il y a des seuils comme ça historiquement situés, au-dessous duquel, bon, bah, c'est le cas de la lecture, des apprentissages fondamentaux. Si on n'y arrive pas, bah, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Ce qui est peut-être d'ailleurs peut-être vrai, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on raisonne. Donc, j'en viens à la deuxième orientation de lutte contre l'échec scolaire, c'est évidemment, vous l'aurez compris, l'individualisation, alors la différenciation, l'adaptation, etc. Vous avez tout, la déclinaison de ce champ sémantique qui est désormais très fourni. Individualiser les pratiques d'enseignement, le constat étant, vous le savez sans doute, que la France, c'est bien, elle a l'école unique, c'est mieux que l'Allemagne, parce que c'est quand même un pays, l'école unique, vous savez, donc un tronc commun jusqu'à 16 ans, alors ce qui est assez faux, parce qu'il y a quand même déjà plein de filières au collège, des SECPA, du machin, des trucs qui permettent d'avoir une scolarité un peu différente. Il y a quand même 15 à 20%, d'après Hugo Paletta, des enfants qui au collège sont déjà mis dans des filières un petit peu périphériques, un peu disqualifiées, etc. Mais disons que c'est bien, l'école française a une école unique, alors que l'Allemagne sélectionne très tôt. Mais le problème, c'est que les Français n'ont rien compris, contrairement à d'autres, comme notamment les Finlandais, ils sont extraordinaires, les Finlandais ils sont toujours premiers. Ils différencient beaucoup, ils individualisent, ils ont compris qu'on ne peut pas, donner la même méthode pédagogique à tout le monde. Alors, bon, c'est un peu la critique, je caricature. Hein. Mais donc, il faudrait personnaliser, différencier, faire des adaptations, etc. De telle sorte que, si vous voulez, là où auparavant on avait tendance à penser l'échec scolaire quand même beaucoup sur un mode collectif, de groupes, de classe sociale, de rapport à l'école des milieux modestes, etc., tout cela s'est un petit peu relativisé et aujourd'hui, de plus en plus s'impose l'idée que l'échec scolaire serait un phénomène massif, mais qui ne serait en dernier ressort que la somme des défaillances individuelles d'élèves qu'on va dire désormais à besoins éducatifs particuliers. Si vous voulez, l'idée c'est que l'échec scolaire, il faudrait aujourd'hui le considérer comme la somme d'élèves qui ont tous des difficultés, des désavantages, des handicaps particuliers et que une manière efficace de régler le problème de l'échec scolaire, c'est de s'adresser à ces difficultés singulières. Alors, bon. Dans le fond, au niveau de la singularité, ce n'est pas exactement des individus, c'est des sous-groupes. C'est-à-dire qu'on a vu se multiplier, vous l'avez des listes, par exemple, on va cibler non plus simplement les enfants principalement issus des milieux modestes. Vous allez avoir ceux-là, les enfants issus du voyage, les ENAF, les élèves socialement défavorisés. Et puis, après une virgule, vous allez avoir les dyslexiques, les hyperactiques, les dysphasiques, etc. Et une ribambelle, dans les littératures de l'OCDE, maintenant, vous avez sans partition des listes comme ça de catégories d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Hein. Donc, on peut s'interroger d'ailleurs sur le caractère, est-ce que c'est une individualisation ou au contraire, est-ce que c'est une catégorisation qui vient aussi stigmatiser des élèves tout ça, c'est très contestable. Le terme d'individualisation, quand on crée ces catégories, ça me paraît tout à fait discutable. Mais par ailleurs, donc, il a été convenu que, si vous voulez, après, un des moyens d'individualiser le problème, est-ce que je l'ai... Oui, c'est ça. Donc, on a créé tous ces programmes personnalisés de réussite éducative, les projets personnalisés de scolarisation, les projets d'accueil individualisés. Et, last but not least, le PAP, le plan d'accompagnement personnalisé en janvier 2015. Pourquoi ? Parce que les MDPH, vous le savez sans doute si vous êtes de la partie, étaient submergés par des demandes de résolution de problèmes de dyslexie, etc. Donc, ils ne pouvaient pas, donc ça coûtait trop cher, les parents... Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé un dispositif plus souple, où on n'est pas obligé de passer par la MDPH, on n'est pas obligé de passer par le handicap, etc.
enfants hyperactifs. C'est-à-dire que pareil, où les familles se saisissent beaucoup de dispositifs qui en plus permettent de la MDPH, hein, du handicap. Donc, si vous voulez, il est évident que ce cadre de pensée individualisant, qui vaut pour l'échec scolaire, mais comme pour beaucoup de problèmes sociaux, c'est pareil pour le chômage, pour la délinquance juvénile, pour la on individualise, hein, et il est évident que ce type d'approche, ce type de manière de se représenter l'échec scolaire favorise la médicalisation de toutes ces difficultés, hein, puisque les médecins sont des producteurs hors pair de catégories diagnostiques. Ça se multiplie comme des petits pains. On pourrait effectivement, je vous ai donné tout à l'heure, on pourra encore les multiplier. Il y en a beaucoup que je n'ai pas nommés. Donc je vais accélérer parce que je voudrais qu'on garde du temps pour la discussion. Le troisième orientation politique qui a une importance également, c'est évidemment l'idée que l'enseignant doit aujourd'hui travailler à plusieurs. C'est l'idée, on le retrouve aussi dans l'éducation nationale, des approches des dispositifs partenariaux, hein, si vous voulez. Donc, typiquement, d'ailleurs, tous ces dispositifs d'individualisation sont des dispositifs qui sont censés être partenariaux. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, lors des synthèses ou des réunions autour du PPRE ou du PPS, vous avez les professionnels du soin qui viennent, etc. Ce que ça a donné, quelque chose d'assez évident, c'est-à-dire une socialisation des enseignants, de familiarisation, pour prendre un terme un peu plus courant, des enseignants au métier du soin. On rencontre le psychologue, on l'identifie, on rencontre l'orthophoniste, pas souvent, mais de temps en temps, et on l'identifie. C'est quand même plus facile d'adresser un enfant à une famille, à un professionnel qu'on connaît, etc. Bon. Tout cela, a contribué grandement à familiariser les enseignants avec ces problématiques du soin et donc à contribuer à la médicalisation. Je vais terminer assez rapidement avec les deux derniers points qui sont malgré tout importants. C'est ensuite les enseignants. Dans quelle mesure les enseignants contribuent-ils à la médicalisation? Alors, au sens de médicaliser, au sens aller vers des catégories comme la dyslexie, la dysphasie, etc., issues des principalement travaillées par les neurosciences, ou du côté psy. Alors, il faut rappeler le côté très féminisé. Il n'y a qu'à voir ici aussi des métiers de l'enfance et des professeurs des écoles, très psychologisé. Moi, je suis enseignant en sciences de l'éducation. Je vois à quel point les étudiantes en sciences de l'éducation ont une familiarité avec la psycho aujourd'hui qui m'étonne beaucoup. Si vous voulez, on voit bien comment, dans les écoles, il y a notamment en maternelle une extension du mandat du métier d'enseignant vers les problématiques relationnelles, comme un intérêt vers la vie privée des familles. Par exemple, une directrice d'école me dit, je lui pose, est-ce que toi tu as l'impression que les familles te prennent pour une psy? Ah oui. Elles viennent se raconter? Oui. Ça arrive souvent? Oui, toujours. Même les histoires de famille? Oui. Il n'y a pas de famille qui hésite? Ah non, pas ici, parce que les gens, on ne va pas les chercher, on ne va pas leur tirer les verres du nez, jamais. Sauf si la famille n'arrive pas à parler et qu'on soupçonne des choses, je leur dis, n'hésitez pas, venez me parler. Et ça arrive. Puis il y a des moments où ils craquent, et c'est le moment où tu leur tombes dessus en leur disant, c'est le moment ou jamais, racontez-moi ce qui ne va pas. Donc, si vous voulez, ça c'est un projet d'école mené avec une psychologue. Dans le cadre du projet Être parent, ce n'est pas toujours facile. Une rencontre débat avec, j'ai pas mis le nom, spécialiste, c'est une psychologue spécialiste de la petite enfance et directrice de l'association, aura lieu le samedi matin. Afin de préparer cette rencontre, nous vous proposons quelques pistes de réflexion. Vous voudrez bien entourer les sujets que vous souhaitez voir abordés prioritairement. Dire non à son enfant, pourquoi, le coucher, le sommeil. Enfin, on voit une extension du faisceau de tâches des enseignants vers le relationnel, vers le familial, etc. Alors ça, c'est important. Il y a des dispositions donc à psychologiser chez les enseignants. Sorte d'anoblissement du métier vers le côté relationnel chez les enseignants. Et dans ce contexte de forte psychologisation, j'ai perçu
trois logiques qui conduisent les enseignants à recourir aux spécialistes du soin, au diagnostic médico-psychologique. Première logique, c'est une logique d'impuissance. Je crois que ça joue beaucoup, c'est-à-dire des enseignants qui ne sont pas sûrs vraiment, qui ont intériorisé l'idée que l'école ne saurait suffire à apporter une aide, même dans le domaine pédagogique. Il faut savoir par exemple que les enseignants aujourd'hui adressent aux orthophonistes des enfants qui ne sont pas simplement parce qu'il y a des grosses inversions de son, mais des enfants qui ont des pauvretés de vocabulaire, qui ont des problèmes de segmentation, des accents, etc. Enfin, il y a une orientation massive Moi, dans les enquêtes que j'ai pu réaliser, il y avait entre un tiers et la moitié des enfants qui étaient, alors c'était en région parisienne, mais qui étaient adressés vers les orthophonistes, qui avaient été ou qui étaient suivis par les orthophonistes. Bon. Donc une logique comme ça qui résulte, qui est un peu la conséquence d'un sentiment d'impuissance. Vous avez une logique aujourd'hui de prévention, c'est-à-dire vraiment, ça je crois qui est intériorisé, c'est-à-dire dans un contexte où, comme je l'ai dit tout à l'heure, adressé aux professionnels du soin, ça ne consiste pas à se débarrasser de l'enfant. L'enseignant reste avec l'enfant dans sa classe dans la grande majorité des cas, sauf dans les enfants qui sont adressés vers l'enseignement spécialisé, dans les troubles de comportement, vers les ITEP, etc. C'est quand même pas la majorité des enfants. La majorité des enfants, ils restent dans la classe. Il y a une logique de prévention. Et donc, vraiment, il y a l'idée, les enseignants disent beaucoup qu'on va consulter un spécialiste du soin, presque comme on irait faire une radio du poumon, partir ou un test préventif. On ne sait jamais si elle lève un lièvre, tant mieux, sinon, tant pis, c'est pas grave, quoi, voilà, ça ne coûte rien, quoi. Les enseignants, par exemple, par rapport à l'orthophonie, ils n'ont même pas l'impression que l'orthophonie, souvent, ils ne savent pas que c'est remboursé par la sécurité sociale. Ils voient plutôt ça comme un enseignant spécialisé dans le langage, dans le sillage du rased, etc. Ils n'ont pas forcément une conscience, pas que ce sont des soins qui sont prescrits par le médecin, qui sont remboursés par la sécurité sociale et par la mutuelle, on oublie souvent. Et donc voilà. Donc deuxième logique, une logique de prévention. Troisième logique, une logique, alors là qui est très importante, une logique de l'urgence, notamment en maternelle, suite quand même, là, il faut le dire, aux lois d'intégration d'enfants, la loi de 2002-2005, d'enfants handicapés. Je précise tout de suite que la plupart des enfants handicapés s'intègrent inclus dans les classes ordinaires sans aucune difficulté, mais il n'empêche que quand vous faites des entretiens aujourd'hui avec des enseignants, il n'y en a pas un qui ne va pas vous dire, qui a un peu d'ancienneté, qui va vous dire qu'il y a eu un problème à un moment donné depuis 10 ans, qui s'est retrouvé avec un gamin qui considérait qu'il était ingérable, qu'il n'aurait jamais dû être là, etc., etc., etc. Donc, par rapport à ça, il y a vraiment une logique qui pour eux et pour elles, on va dire, est différente, qui est face à ces cas, à ces situations, de recourir à une aide médicale pour arriver à monter un dossier, à diagnostiquer, à avoir une AVS, à avoir un ordinateur, à avoir une enseignante spécialisée, à avoir un aménagement, etc. Donc là, c'est une autre logique, mais qui est tout à fait prégnante. Et je crois qu'on n'a pas fini de prendre la mesure quand même de cette... il y a une sorte de traumatisme chez les enseignants par rapport à cette possibilité de se retrouver par rapport à des élèves qu'ils considèrent vraiment comme ne relevant pas à tort ou à raison, mais de leurs compétences ou du cadre scolaire ordinaire. Enfin, pour conclure, désolé, je presse un peu, mais c'est pour qu'on ait plus le temps de discuter. Les familles. Les familles jouent un rôle très important. On n'est plus au temps où les familles subissaient entièrement les diagnostics médico-psychologiques de la part des médecins, des psychologues, etc. Aujourd'hui, les familles, et on reviendra là-dessus, les familles spécifiquement des classes moyennes et supérieures, sont des consommatrices averties d'informations sur tous les troubles, individuellement ou dans le cadre des associations à laquelle elles participent souvent. Autrement dit, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on n'est plus au temps où Foucault disait, par exemple, Michel Foucault disait la médicalisation, c'est en gros la médicalisation, le savoir médical, c'est un savoir-pouvoir qui permet à l'État, via les professions qui travaillent pour lui, des médecins, des professionnels du soin, de contrôler des populations déviantes, de les étiqueter et puis de les ranger dans une institution ou dans une autre, etc., avec des populations qui étaient considérées comme agies plus qu'actives. Aujourd'hui, on a des parents qui sont très actifs, et pour eux, évidemment,
tous les diagnostics ne se valent pas. Alors, tout de suite, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas penser que que ce sont des parents stratèges, cyniques, etc. Moi, les parents avec qui j'ai fait des entretiens, j'en ai fait beaucoup, il y en a 1 sur 2 qui font en larmes, parce qu'avoir un élève en échec scolaire durable, c'est un calvaire, quoi. C'est bon. Mais, si vous voulez, ça ne pas pour autant qu'on va perdre le sens de son intérêt. Hein. Je ne crois pas que ça soit incompatible. Et évidemment, on voit bien que des diagnostics aujourd'hui comme les troubles spécifiques des apprentissages, le mot qui est important, c'est spécifique. Pourquoi c'est important? Parce que pour les parents, ça veut dire quoi spécifique? Ça veut dire qu'il y a un processus cognitif ou une fonction cérébrale qui est lésée, en tout cas qui ne fonctionne pas, et le reste étant laissé, étant indemne, hein, si vous voulez. Alors, vous comparez cela avec des diagnostics tels qu'ils pouvaient se multiplier 30-40 ans avant, des diagnostics de déficience, de retard global, ou alors des diagnostics que les parents vont juger, à tort ou à raison, c'est pas moi de me prononcer, mais ça revient quand même extrêmement souvent dans les entretiens, surtout depuis qu'il y a des diagnostics alternatifs, des diagnostics psy qui vont juger culpabilisants, ils arrivent avec un problème scolaire, ils repartent avec un problème d'éducation, de couple, je sais pas. Enfin, et ça, c'est quand même où ils comprennent pas ce qu'on leur dit. Comment dire, moi j'ai fait une enquête dans un CMPP, je dirais pas lequel, mais c'était un CMPP, il y a le directeur lacanien, il recevait les enfants 3 minutes, 5 minutes, c'était extrêmement bizarre quand même. Alors je dis pas que c'est pas bien, je me prononce pas, mais pour les parents qui arrivaient là et qui venaient parce qu'il y avait un problème à l'école et qui repartaient avec en disant l'enfant a pas, il est pas, ou alors s'il apportait pas un caillou, il pouvait pas consulter, etc. Il y avait des choses extrêmement étonnantes. Si vous voulez, j'ai eu des commentaires extrêmement négatifs, et ça revient. Parce que c'est d'autant plus le cas que les parents s'appuient sur d'autres diagnostics qu'ils trouvent plus monnayables sur le marché scolaire. Alors parce que c'est ça l'enjeu, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'on a des parents qui sont de plus en plus actifs sur le marché, de ce marché non unifié des diagnostics médico-psychologiques, des troubles variés, notamment des troubles du comportement, et qu'ils vont choisir, quelque part, quand ils peuvent, en tout cas, ils vont mettre en concurrence les professionnels et choisir les diagnostics qui leur semblent les plus en phase avec les problèmes de leur enfant, mais aussi qui leur semblent apporter le plus d'espoir et le plus de possibilités pour que leur enfant ait une scolarité normale. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, si votre enfant il a un trouble spécifique des apprentissages, il ne va pas être orienté en SECPA, il va pouvoir à la limite être orienté dans une UNIS-école ou une UNIS-collège, dans quelque chose de trop spécifique du langage ou des apprentissages. Donc on va jouer sur l'orientation, on va pouvoir, si vous voulez, pour terminer, voilà une pétition que j'ai trouvée sur Internet, sur change. Depuis quelques années, je me bats en tant que maman d'un enfant ayant un TDAH avec hyperactivité et impulsivité pour qu'il soit suivi et pris en charge pour son trouble. L'éducation nationale n'a pas formé correctement ses professeurs pour faire face à ces enfants. Les CMPP sont submergés, hormis la prise en charge par la sécurité sociale de la médication, Ritaline, Concerta ou autre. Les psychothérapeutes et les neuropsychologues ne sont pas remboursés. Cela coûte 50 à 80 € par semaine pour une remédiation cognitive pourtant adaptée et préconisée par la haute autorité de la santé. Pour envisager d'obtenir des remboursements qui n'ont rien de certain, il faut passer par la MDPH qui se réduit au cas par cas en commission pour définir ce qui sera ou pas pris en charge. C'est là que ça devient important. Nos enfants ne sont pas handicapés et ont des qualités extrêmes de créativité et très souvent une intelligence, si ce n'est supérieure à la moyenne, bien souvent dans la tranche haute du fameux QI. Ils sont pourtant bien souvent en échec scolaire, montrés du doigt, et leurs parents, avec l'éducation nationale, les catalogues de paresseux, ne travaillant pas, perturbateurs, et agit en les punissant, en les excluant, se les renvoyant de collège en collège ou de lycée en lycée sans leur donner les moyens de travailler avec leurs atouts qui sont pourtant nombreux. Ce qui m'intéresse, c'est la phrase « Ce ne sont pas des handicapés, ils ont des qualités extrêmes de créativité et très souvent une intelligence, si ce n'est supérieure à la moyenne, bien souvent dans la tranche haute du fameux QI. » Ce sont des diagnostics qui permettent ce qu'en sociologie on appelle une inversion du stigmate. C'est-à-dire, non seulement ils ne sont pas... ça, c'était le fameux dans les luttes civiques aux États-Unis, le « black is beautiful », c'est-à-dire qu'on inverse le stigmate. Là, c'est pareil. Alors, je vous montre un autre exemple d'inversion du stigmate qui est assez drôle, que j'ai trouvé sur un site d'association de parents. C'est les dyslexiques célèbres
Alors vous avez Einstein, Tom Cruise, Nathalie Baye, Rodin, enfin c'est Steven Spielberg. Je vous garantis pas qu'un psychologue digne de ce nom valide ce genre de diaporama, mais sociologiquement c'est intéressant parce que l'on voit qu'un diagnostic vaut aussi pour les usages que l'on peut en faire. C'est-à-dire que l'on peut, ça veut dire qu'on peut aller à l'école et faire face à l'enseignant avec ce que Bourdieu appelait les catégories de l'entendement professoral. Il est feignant, il ne travaille pas, il n'est pas poli, il n'est pas éduqué, il est perturbateur. Mais non, monsieur ou madame, il a un trouble, il est hyperactif, il est dyslexique, il est très intelligent, et si vous vous y preniez un peu mieux, vous verriez que cet enfant est largement... voilà. Donc, et je vous passe la catégorie qui étant la plus utilisée, évidemment pour cela, c'est la catégorie des enfants intellectuellement précoces, où là, évidemment, là c'est évident, là il est au-dessus au niveau du QI, et donc voilà. Bon. Alors, ça me donne une transition toute trouvée pour dire le problème, c'est que... Voilà, l'enquête de Wilfried Ligné qui s'appelle La petite noblesse d'intelligence, les parents qui mobilisent cette catégorie, qui sont dans les associations, c'est à 72% des parents issus des classes supérieures, mais plus, même pas moyenne, quoi, c'est plus, quoi. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enfants surdoués qui sont issus des classes populaires, mais disons que c'est une catégorie dont se servent davantage les classes moyennes et supérieures, et la supérieure même, et que c'est pareil pour les autres diagnostics, c'est-à-dire que quand vous faites moi j'avais étudié 700 dossiers du centre de référence du langage de l'endroit où j'avais enquêté, et sur 700 dossiers, on voyait bien que c'était la pyramide sociale inversée, c'est-à-dire que les cadres et professions intellectuelles supérieures étaient surreprésentés, et que, si vous voulez, après il y avait aussi beaucoup les professions de santé qui connaissent bien un peu, mais que les ouvriers, les employés, les classes populaires étaient très peu à venir utiliser ces services, et que ce qui se passe en ce moment, c'est que dès qu'on externalise, on crée de nouvelles inégalités. Et cette médicalisation de l'échec scolaire aujourd'hui, elle est à l'origine de nouvelles inégalités au sein du groupe de parents d'élèves en échec, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres, parce qu'ils savent mieux se mouvoir dans un univers compliqué quand même, où il faut savoir avoir de l'aplomb pour faire jouer un professionnel contre l'autre, dire non, ça ne va pas, ou faire jouer un professionnel contre un médecin contre un autre médecin, un médecin contre un enseignant, etc. Tout cela, c'est compliqué, et on voit de nouvelles inégalités se créer autour de cette compétence à agir, à peser sur le monde médical. Hein, toute la sociologie de la santé a montré que les classes populaires avaient tendance plutôt à moins consulter, à adopter un comportement de fuite par rapport au monde médical. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors je vais peut-être m'arrêter là, j'avais prévu une conclusion, mais je vais peut-être la laisser de côté, parce que je vois qu'il est déjà 20h08, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de temps, donc je vais m'arrêter là, oui, et je vais vous laisser me poser quelques questions si vous le souhaitez. Bien, merci d'abord, mais on aura l'occasion dans un quart d'heure, 20 minutes de vous le signifier par ce passionnant regard et la façon que vous avez de nous dessiner le territoire scolaire, celui de l'échec, le panorama social, hein. Je trouve que vous nous ouvrez en même temps des abîmes. Alors, je ne sais pas si les questions qui tardent à venir sont l'expression de notre un petit peu assimilation. Il nous faut un petit peu de temps. Mais en tout cas, je ressens votre analyse à la fois très pertinente et percutante. C'est-à-dire que vous déstabilisez, bien entendu, les professionnels que nous sommes, ceux qui sont du côté de... l'école inclusive, hein, avec ses perspectives, hein, on a l'impression que vous nous dessinez des fondements qui sont extrêmement mouvants, fragiles, et qui sont pour l'essentiel dessinés par des concepts assez aléatoires. Mais voilà, peut-être... Moi j'avais une question, mais je vous laisse peut-être la parole d'emblée. Oui, allez-y. Je vais vous amener, sauf si vous parlez fort.
peu partagé par le monde enseignant. Donc en fait, c'est là qu'on voit... moi, j'ai pas de réponse à ça. Moi, je remarque quelque chose qui est un petit peu dénié, c'est-à-dire... c'est parfois l'opposition entre les réparateurs, de gens qui voient arriver des gamins qui sont en souffrance à l'école et qui disent oh, l'école est responsable, et les enseignants qui disent mais non, on n'y peut rien, quoi. Et donc voilà, c'est compliqué. Mais voilà, moi j'ai pas de réponse. En fait, c'est-à-dire que je suis pas, je critique pas, j'essaie de, il peut y avoir une dimension un petit peu critique, mais effectivement, ça pourrait être des solutions. Mais je ne suis, vous êtes beaucoup plus à même de les proposer et d'en juger de l'efficacité que moi, parce que moi j'essaie de comprendre pourquoi il recourt à des professionnels du soin et à des diagnostics médicaux. Après, ce qu'il faudrait faire pour résoudre de manière la plus efficace les problèmes de l'enfant qu'on envoie, au lieu de l'envoyer chez le psy, on pourrait très bien le régler dans la classe. J'en suis convaincu. Maintenant, je n'ai aucune légitimité à parler de cela, parce que j'y connais beaucoup moins que vous, quoi. Voilà. Je sais pas si... faut que j'avoue, je ne suis pas un pédagogue, je suis pas... je pense que d'ailleurs, les enseignants ont pas mal de choses les autres ont pas mal de choses à proposer. Ouais. Ouais. Je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais comme si tout était une construction et qu'il n'existait pas forcément de troubles. Alors j'ai peut-être mal compris, mais ouais. Ça, je peux vous répondre très... De mon côté, j'en observe des troubles. Du coup, je suis perplexe. Alors, je vais être très clair, contrairement à certains de mes collègues, par exemple, peut-être que vous avez lu le livre de Sandrine Garcia, qui s'appelle Combattre ou naturaliser l'échec scolaire, l'école des dyslexiques, etc. Moi, personnellement, je n'ai aucun mal à reconnaître l'existence de troubles, de problèmes. Ça ne me pose aucun problème de penser que pour une marge d'élèves qui reste à calculer, il peut y avoir pour reprendre un problème de câblage, pour reprendre l'expression de Céline Alvarez. Je ne sais pas si vous avez lu son livre, ça arrive à toutes les pages, problème de câblage. Avant on disait un pète au câble, maintenant c'est un câblage. Bon, problème de, bon, ça ne me dérange pas du tout, je suis tout à fait... et moi je suis prêt à travailler, même avec des spécialistes. Ça fait longtemps que j'essaye de travailler avec des spécialistes des neurosciences, par exemple, pour essayer de comprendre, moi ça m'intéresse, comment ils fonctionnent. Et d'autres, comment dire, je n'ai aucun problème. Je crois d'ailleurs mais je crois que voilà, ces questionnements ontologiques sur, comment dire, il y a beaucoup de spécialistes des neurosciences qui se disent, après tout, savoir s'il y a un marqueur organique, un corrélat anatomique de la dyslexie, à la limite,
c'est peut-être pas pour l'instant. Il y a certains, même en France, qui veulent affirmer absolument qu'on a trouvé des ectopies qui montrent que voilà, des petits amas de neurones qui montreraient qu'il y a à la suite de autopsie post-mortem, donc on a trouvé effectivement dans certains cerveaux des preuves où il y aurait des. Bon. Je crois que le problème il n'est pas là. Je veux dire, le problème c'est, mais moi, en tout cas. Comment dire, je me pose aucune difficulté à reconnaître que non seulement il y a des troubles qui existent et que pour certains enfants, la réponse de rééducation médicale est la bonne. Ça me pose aucune difficulté. En revanche, mais c'est ça le problème. Mais moi, j'ai pas de réponse non plus là-dessus. Mais le problème, c'est que il y a des luttes d'influence, c'est quand même la sociologie, hein, quand même la notion de lutte quand même. Et le problème, c'est que moi, quand Franck Ramu, on a une sorte d'hostilité réciproque, parce que... Bon, passons. Dit que le problème de l'échec scolaire, c'est comme le problème des lunettes, et que le problème de la dyslexie et la dysphasie, ça viendrait à personne à l'idée de ne pas donner des lunettes à un gamin qui a un problème de vue. Je dis, le problème de l'échec scolaire, c'est quand même bizarre. C'est quand même 95% des enfants issus des classes populaires qui ont des problèmes de vue, alors que des problèmes d'échec scolaire, quoi, alors que ce n'est pas le cas pour les problèmes de vue. C'est-à-dire qu'il y a quand même une composante, un problème de vue. Déjà, le marqueur biologique, il est quand même évident, hein, ça se voit. Et l'ophtalmo remarque ce qu'il y a dans votre œil, alors que le problème des troubles des apprentissages, c'est qu'on est dans des trucs très, des difficultés qui sont où le marqueur entre le très mauvais lecteur et le dyslexique, parfois il y a même des spécialistes de neurosciences qui disent qu'il n'y en a pas. Donc comment on fait et là, moi je crois que quand même une société qui pense les inégalités entre les enfants en termes... alors qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas prouvé en termes de différences organiques, en termes de vue, il y en a qui voient bien, il y en a qui voient bien, c'est quand même un petit peu un problème. Parce qu'il me semble, effectivement, c'est là que j'ai un point de vue de sociologue, c'est que je pense que quand même, pour beaucoup d'enfants, même s'il peut y avoir des problèmes de constitution, etc., dimension environnementale, milieu, enfin, c'est pas un mot de sociologue, ça, mais dimension du milieu, voilà, franchement, le point, sans doute, le plus important. Donc voilà, tout est une histoire de mesure. Si vous me dites, de toute façon, tous les problèmes, c'est comme le psychiatre, 90% ce sont des problèmes de... Franchement, il n'y a plus besoin de sociologue. Donc, puis après, peut-être, à vous vous êtes libre de penser que je défends mon bout de gras, et vous auriez raison. Et vous le bien, et vous le vôtre. En fait, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit au niveau de la sociologie, justement, peut-être mal à propos parce que ce n'est pas mon domaine. C'est la notion de la performance et quand même de la compétition. J'aurais voulu savoir si vous aviez quelque chose à dire sur une éventuelle évolution d'une quête de performance, voire de compétitivité, qui était peut-être, alors là c'est une question moins prégnante dans les dizaines d'années en arrière. C'est évident qu'il y a une course au diplôme qui n'a jamais été aussi intense qu'aujourd'hui. La compétition scolaire n'a jamais été aussi intense qu'aujourd'hui, comme j'ai essayé pendant très longtemps, quand vous avez jusqu'en 1900... Faut pas oublier que, apparemment, il y a des chiffres qui gagneraient à être connus par tout le monde. Par exemple, moi, j'ai 47 ans. Quand j'ai passé mon bac en 1987, il y avait 30% d'une classe d'âge qui avait son bac. Vous imaginez, pas avoir son bac dans les années 80, c'était quasiment la majorité. 15 ans avant, c'était avoir son brevet. Donc aujourd'hui, on a une compétition scolaire, on a eu un allongement des parcours scolaires, une compétition scolaire qui s'est intensifiée, qui n'a jamais été aussi vive. Je crois que je ne sais pas si je réponds à votre... Oui, il y a un double effet, c'est qu'on cherche à maximiser les chances de son enfant à l'école, parce qu'on sait que la compétition, elle est décisive. Et que par ailleurs, ça a un autre effet, c'est que, comme je l'ai essayé d'expliquer au départ, c'est que dans un système où, même si on sait que l'école est un peu reproductrice et non seulement libératrice, qu'elle reproduit les inégalités scolaires et qu'elle ne permet pas forcément de s'en libérer, le fait qu'aujourd'hui la compétition se soit généralisée, il y a des effets subjectifs, si vous voulez, il y a des exclus, ce que Bourdieu appelait les exclus de l'intérieur, des gens, des gamins qui
qui avant étaient exclus, ils n'arrivaient même pas à rentrer dans le système, maintenant ils rentrent, mais ils ratent, et c'est souvent les mêmes qui ratent, quoi. Et donc en fait, ça a des effets psychologiques redoutables sur les estimes de soi. Enfin, il y a tous les psychologues sociaux qui travaillent là-dessus. Évidemment, oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis Karine Tepeux, j'interviens pour la FFPP. Si j'ai compris quelque chose, c'est que c'est diablement compliqué, voilà, de votre exposé. Aussi parce qu'il y a différentes formes d'échecs scolaires, hein, et ça, vous l'avez bien dessiné, la manière dont il y a différentes catégories, au fond, d'élèves et de difficultés. Évidemment, bon, chacun se remémore voilà, ses expériences professionnelles. Moi, j'étais responsable de placement familial pendant très longtemps, et bien sûr, les élèves victimes de violences familiales gravissimes étaient incapables de tenir tranquille dans une classe, étaient très mauvais en CP déjà, et avaient une histoire scolaire terrifiante pour la suite. Mais bon, c'est peut-être moins la chose, c'est pas si important que ça. L'autre grande question, évidemment, pour nous qui sommes dans le soin, c'est la possibilité pour les élèves de récupérer un peu d'estime d'eux-mêmes, puisque l'échec scolaire, ça résonne déjà difficilement pour nous, mais pour les élèves, évidemment, ils sont les premiers à savoir qu'un échec et que les adultes, c'est même pas la peine qu'ils se penchent dessus, parce que ça va encore être le bazar, donc c'est même pas la peine de se pencher dessus, quelque chose de cet ordre-là. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que je suis très contente que donc, le corps des psychologues scolaires soit unifié maintenant, et que donc ils aient un vrai statut. Et maintenant, effectivement, ils peuvent réfléchir aussi différemment sur leur positionnement à l'intérieur de l'éducation nationale, des projets que eux ils voudraient aussi apporter, et de la manière dont eux ils peuvent amener une autre vision de l'enseignement que évidemment la vision des enseignants eux-mêmes, quoi. Voilà. Oui, moi j'avais une remarque. Je crois qu'il ne faut surtout pas opposer l'approche psychodynamique, enfin, les difficultés psychologiques dans l'échec scolaire et puis les difficultés plus cognitives, troubles spécifiques, parce que c'est vrai qu'on est passé d'un extrême à l'autre et que la réalité sur le terrain, c'est que les deux sont... Oui. Oui, tout à fait. Non, tout à fait, tout à fait. Non, vous avez raison sur les deux points. Moi, sur le premier point, je fais état simplement de lutte que d'hostilité, d'opposition que j'ai observée sur mon terrain. C'est-à-dire que je ne dis pas que tout le monde, que tous les psychanalystes vouent une haine, comment dire, c'est quoi l'expression, vouent une haine définitive vis-à-vis des spécialistes des neurosciences qui travaillaient dans les centres de référence, qui travaillent dans... En tout cas, ce que j'ai vu, moi, c'était une haine réciproque, enfin, une violence dans les propos de type... les psychanalystes accusaient, ils faisaient des journées contre le rapport sur le trouble des conduites, une journée pamphlet où ils parlaient de lobotomie, enfin, il y avait vraiment d'eugénisme soft, etc. Enfin, il y avait vraiment des propos très virulents. Et puis, il était de monnaie courante que j'entende, quand je me promenais dans les couloirs de l'hôpital où j'étais allé, d'entendre que c'était criminel d'envoyer un enfant faire une psychanalyse alors qu'il avait un trouble spécifique, et puis que c'était pas scientifique, c'était des imposteurs, etc.
Donc moi je ne dis pas personnellement, encore une fois, je n'ai pas les moyens de présumer de cela, quoi. Je dis que de fait, je crois qu'il y a quand même des oppositions, j'ai pu les vérifier par ailleurs. Alors après, il y a toute une série de personnes qui vont se situer à l'intersection, des dégradés, des gens qui vont chercher à créer des passerelles, à faire des ponts, même chez les psychanalystes. Voilà. Il ne faut pas généraliser, mais il ne faut pas non plus penser qu'il n'y a pas d'opposition, en fait. Je crois que c'est un... Après, vous avez tout à fait raison. Non, mais ce qui est très... Oui, mais les familles, la plupart des familles, ils ont du mal à... Alors, je vais vous étonner, mais peut-être pas du tout d'ailleurs. Quand j'ai codé les 700 dossiers des patients qui étaient reçus en première consultation, non, en consultation, c'est pas en première, en consultation au ce centre de référence du langage, j'ai codé, donc il y avait par exemple indication faites de l'orthophonie ou intensification de l'orthophonie, tout ce qui était proposé aux familles, etc. Est-ce que vous savez quelle est l'indication qui revenait le plus souvent dans les centres de référence de langage, donc où travaillaient des pédiatres, des neuropédiatres tout à fait acquis aux neurosciences cognitives? Quelle était l'indication thérapeutique qui était la plus prescrite alors à la population? Allez voir le psy, évidemment. Et donc c'est pour ça que les psychiatres du CMPP me disaient, de toute façon, quand on leur envoie, quand ils vont les voir, ils nous les radressent, quoi. Parce qu'il y avait parce que dans le fond, on arrive dans ces centres, la plupart... D'abord, c'est un univers, vous avez raison, il faudrait complexifier, parce que l'univers des centres de référence du langage, entre Debré, le Kremlin-Bicêtre, etc., ils ont eux-mêmes leurs oppositions, etc., ils ne sont pas du tout sur les mêmes longueurs d'onde, et que, tout ça, c'est évidemment bien plus compliqué qu'on... Et puis que moi, quand je suis arrivé, le médecin directeur du service m'a fait un tableau vous savez, le trouble spécifique du langage, c'est quand on a tout éliminé, qu'il n'y a plus que ça, et que voilà, on en fait tous les tests, et puis il ne reste plus que ce problème. Donc c'est ça. Voilà. À la limite, c'est parce que ça guérit jamais, qu'on ne peut pas en guérir, que c'est ça, c'est le seul moyen. Mais faut tout... Après, 1 an après, ou 2 ans après, ou 3 ans après, elle me tenait un discours. Je crois que le tableau est beaucoup plus flou entre les problèmes. Elle-même ayant mis beaucoup, tout le monde me dit, elle a mis beaucoup d'eau. Peut-être vous savez de qui je parle, mais c'est une personnalité centrale des troubles spécifiques d'apprentissage. Elle-même dit qu'elle a mis beaucoup d'eau dans son vin, qu'elle a compris que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'elle pensait, etc. Donc évidemment, elle-même a fait une psychanalyse par ailleurs, etc. Mais cette désactivation, effectivement, c'est important parce que si vous voulez, aujourd'hui, je pense qu'aussi, j'en ai pas parlé, ça peut-être ça me donne l'occasion de le dire. Il y a eu longtemps une opposition entre, par exemple dans les années 70, la médicalisation passe pour un phénomène réactionnaire. Par exemple, le psychiatre qui est en tête, et le leader un peu qui passe à apostrophe, c'est un psychiatre qui s'appelle Pierre Debré-Ritzen, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un psychiatre qui était d'extrême droite, qui appartenait aux Grèce, au club de l'horloge, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans des considérations politiques, mais c'était un grand bourgeois. Aujourd'hui, ces clivages politiques, ils se sont, tout à fait atténués. Les spécialistes des neurosciences, par exemple, quelqu'un comme Jean-Pierre Changeux, Stanislas Dehaene, vont se revendiquer de gauche, etc. Il y a eu une sorte de... et par exemple, si vous lisez l'approche de Céline Alvarez, c'est vraiment au nom de la lutte contre les inégalités, de la prise en compte on va aider les élèves les plus faibles, etc. Donc il y a eu une désactivation des clivages politiques qui tournaient autour de ces questions de médicalisation, etc. Et effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'échec scolaire et pas c'est ce que je disais, monsieur, je suis pas un spécialiste des troubles du comportement. Et effectivement, je me suis plus dans mon travail intéressé aux troubles spécifiques du langage. Donc effectivement, voilà, il y a vous avez tout à fait raison de le pointer.
Oui, c'est le thème de la plasticité, notamment du cerveau, qui est très mobilisé. Et c'est vrai que vous avez tout à fait raison de le rappeler. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, arriver voir un spécialiste des neurosciences, lui dire oui, et l'accuser de réductionnisme biologique, etc., il va vous rire au nez. Je dis, mais non, mais ça fait bien longtemps qu'on a compris que les facteurs environnementaux, etc., étaient peut-être le plus important. Mais le problème, après, ça c'est un autre débat, mais c'est comment les spécialistes des neurosciences prennent en considération dans leur recherche expérimentale les facteurs environnementaux. Ça, c'est une autre question, et là, je suis assez en désaccord avec leur façon de prendre ces facteurs, parce que c'est quand même, comme ils ne peuvent pas jouer de manière expérimentale, c'est souvent des indices synthétiques. C'est une sociologie sans sociologue. Il suffit de prendre un indice qu'on fait tourner dans des logiciels statistiques. Ils sont assez faibles, il faut dire, sur la question, même si c'est vrai qu'ils ont avancé et qu'ils veulent prendre en compte les facteurs environnementaux. Je trouve, personnellement, qu'il y a un travail à mener en véritable collaboration avec les sciences sociales. Ça se fera peut-être, je l'appelle de mes voeux, en tout cas, pour qu'on arrive à se rencontrer et puis à discuter. Mais effectivement, on n'a plus d'un côté des spécialistes des neurosciences ou même des psys variés qui font plus du tout attention, qui font pas attention, qui sont insensibles aux facteurs sociaux. C'est pas vrai, on n'est plus là, effectivement.